Bonjour et bienvenue en direct du Mondial de l'Auto Mobility TV pendant 3 heures avec différents formats, des interviews, des tables rondes et on commence par parler hydrogène. On a beaucoup parlé cette semaine de la place de l'hydrogène dans la filière automobile. Il y a un espace juste derrière avec beaucoup d'utilitaires notamment. Là, on va se poser la question du passage à l'échelle, c'est-à-dire d'arriver à industrialiser l'hydrogène. On en parle beaucoup ces derniers mois. Il y a des investissements colossaux. On va essayer de comprendre ce qu'il se cache derrière ces milliards français et européens qui sont annoncés. Pour en parler, 5 invités que je vous présente immédiatement. Olivier Dez, bonjour. Vous êtes le directeur général d'HRS. On va parler des stations de recharge, évidemment. C'est important pour l'hydrogène. À vos côtés, Pierre-Étienne Franc. Bonjour. Bonjour Pierre-Étienne, merci d'être là. Président de i24. On va parler de ces investissements, de voir ce qu'il se cache derrière ces milliards que vous levez, notamment avec HI24, i24. On verra comment on le prononce. Je continue avec Clément Leroy. Bonjour à vous, merci d'être là. Vous êtes associé au sein du cabinet de conseil Wavestone en charge de l'énergie et de l'environnement. Tanguy Derennes, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, responsable du programme hydrogène d'Acodis. On va notamment parler formation parce que l'hydrogène, ce sont de nouveaux emplois. Et puis Loïc Voisin, que je suis ravi d'accueillir également. Merci à vous. Bonjour. Président d'Isetco, développement là aussi de stations de recharge notamment. C'est évidemment important. Les taxis aussi, que l'on voit dans Paris et qui se développent de plus en plus. Peut-être pour poser un petit peu le débat, Clément Leroy, qu'est-ce que l'on trouve derrière ces milliards? Quels sont les investissements du moment, avec à la fois sur le plan français et sur le plan européen, pour que l'on comprenne bien ce qu'il est en train de se passer en ce moment dans la filière hydrogène? Alors oui, c'est vrai que c'est un jeu qui se joue à différentes échelles, qui part du local, à l'échelle nationale bien sûr, à la France, l'Europe et puis l'échelle mondiale. Aujourd'hui, il y a une surenchère d'initiatives, parfois un peu désordonnées, on y reviendra certainement dans le cours de nos débats. Et on sent qu'à la fois au niveau de l'Europe et au niveau de la France, il y a aujourd'hui une volonté de, entre guillemets, reprendre en main, de mieux flécher les investissements. Et il y a eu différentes initiatives et d'annonces récentes, en particulier les fameux projets dits IPCEI, avec 41 projets spécifiquement sur l'hydrogène qui ont été annoncés au niveau de l'Europe il y a quelques semaines et déclinés au niveau de la France, puisque la France tire très bien son épingle du jeu. Sur les 41 projets annoncés, 10 sont sur le territoire français. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces 10 projets? C'est effectivement des projets qui visent à passer à l'échelle, donc c'est tout à fait dans le thème de notre table ronde d'aujourd'hui. Passer d'un stade de démonstrateur, d'expérimentation, de mise en place à petite échelle, à des échelles où on va installer des gigafactories, donc des usines qui vont sur différents maillons de la chaîne de valeur de l'hydrogène venir installer des champions. Alors certains, c'est des champions déjà en place. Bien sûr, on a la chance en France d'avoir un terrain industriel, que ce soit PME, ETI et aussi grands groupes très puissants. Et puis également faire naître de nouvelles initiatives qui vont permettre d'aller de l'avant. Alors on peut citer en particulier différentes initiatives, Plastic Omnium par exemple à Compiègne qui va développer des réservoirs à hydrogène, McPhy à Belfort qui va développer des hydrolyseurs. On a aussi dans le sud de la France un certain nombre d'initiatives. Et donc on a vraiment un maillage entre les élus, les territoires locaux et le monde industriel. Oui, et là, effectivement, chaque territoire a ses projets hydrogène très précis. Voilà, alors c'est ce que je disais, c'est vrai qu'il y a eu parfois un peu de friture sur la ligne, entre guillemets, avec des initiatives qui étaient un petit peu diffuses, on va dire, dans les territoires. Et là, on sent que maintenant, la filière est en train de se mettre en ordre de marche. C'est vrai que la France a parfois un peu le péché mignon d'y aller en dents dispersées. On l'a vu, entre autres, sur la mobilité électrique. On est en train d'en sortir, j'espère, côté hydrogène. Là où nos voisins allemands, eux, ont cette capacité vraiment d'aligner des filières depuis la R&D, depuis la formation, on y reviendra certainement juste après, jusqu'au monde des usages. Et là, je pense que la France a une belle carte à jouer maintenant pour aussi se mettre en ordre de marche. Alors justement, Pierre-Étienne Franc, on est moins en ordre dispersé. Vous connaissez évidemment bien le secteur de l'hydrogène. Vous étiez vice-président d'Air Liquide. Vous avez lancé un fonds d'investissement justement sur l'hydrogène décarboné. Peut-être avant de parler justement de ce fonds, sur cette vision globale, là, ça commence à devenir assez cohérent et le passage à l'échelle, il est possible? Je pense que pour que les gens comprennent bien, on est sur une dynamique qui accompagne la transition énergétique et pour lequel il y a un consensus de place dans tous les grands pays et grands continents qui sont intéressés et mobilisés sur le sujet, qui consiste à dire demain, on aura besoin d'hydrogène pour récupérer, stocker l'énergie renouvelable dans des pays lointains et l'amener dans des pays qui n'en ont pas.
On va avoir besoin d'hydrogène pour gérer les intermittences de l'énergie renouvelable sur le réseau électrique. Et on va avoir besoin d'hydrogène pour décarboner les secteurs industriels très intensifs en énergie, la sidérurgie, la chimie, le ciment, la pâte à papier, etc. Et les transports lourds et intensifs, d'où le sujet de la mobilité hydrogène dont on parle aujourd'hui. Et on pense qu'à terme, l'hydrogène devrait représenter 15 à 20% de la demande finale en énergie. Pour arriver à ça, il faut déployer, ne serait-ce que sur la décennie qui vient, plus de 800 milliards d'investissements pour être sur une trajectoire qui permette de se mettre en règle et en ligne des objectifs climatiques de la planète. Donc effectivement, ce qui se passe en France se passe en Allemagne, se passe aux Pays-Bas, se passe en Espagne, se passe aux États-Unis, en Corée, au Japon, en Chine. La France n'est pas seule, n'est ni vraiment trop en avance, ni vraiment trop en retard, pour être très honnête, parce qu'il y a beaucoup de déploiements qui se font dans beaucoup d'endroits. Et ce qui se passe aujourd'hui au Salon de l'Auto est tout à fait intéressant, parce que on a dit, voilà, la batterie va faire le job, et puis on aura l'hybride. Hein, on aura l'hybride pour le reste. Ah, mais on n'a plus l'hybride. Ah bah merde. C'est ça, On n'a plus l'hybride parce que on le rappelle. 2035, on n'a plus le droit. Et voilà, comme par hasard, ça réouvre un tout petit peu le sujet, hein, parce que la batterie ne va pas nous permettre de tout faire. Elle va permettre de faire une grande partie des sujets de mobilité légère, urbaine, interurbaine, mais dès qu'on commence à être sur des mobilités beaucoup plus lourdes, plus intensives, des véhicules utilitaires, des camions, des bus, ou même des véhicules, des grandes berlines de très grande, de haut de gamme, certes pas la voiture du tout venant, mais la voiture que seuls certains peuvent se payer. On le voit ici avec Opium. Avec Opium, on est sur des sujets où l'hydrogène, de par sa densité énergétique, permet de donner la mobilité et le confort d'utilisation que nous avions avec les moteurs thermiques. Et donc l'hydrogène revient dans la mobilité par l'intensif, mais va revenir aussi dans la mobilité de par son rôle de complément de la batterie pour hybrider l'électrique. L'hydrogène va vous permettre d'avoir un électrique qui passe toutes les phases et qui sert toutes les mobilités. Alors, l'une des parties importantes, évidemment, ce sont les stations. Olivier Dez, HRS, vous faites partie des entreprises françaises qui sont en train de se développer. Une usine qui va démarrer en 2023 dans la région de Grenoble. Peut-être, du coup, peut-être présenter HRS et puis justement aller très vite sur ces développements là qui sont en cours. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, pour revenir sur HRS, on est une société française. On est basé à côté de Grenoble. On a été créé en 2004 par notre président directeur général, M. Hassan Rachedi. Au départ, on était parti sur de la tuyauterie industrielle, puis rapidement, on a été contacté par Air Liquide et on a assemblé des stations de ravitaillement en véhicules hydrogène pour Air Liquide. Et puis en 2019, on a décidé de changer d'échelle et vraiment de passer à l'échelle industrielle pour pouvoir fournir ces stations aux acteurs et au déploiement de l'infrastructure. Et justement, donc on construit une nouvelle usine. C'est un investissement de à peu près 30 millions d'euros qu'on fait pour pouvoir soutenir cette filière et pouvoir déployer cette infrastructure. Alors pour bien comprendre justement, là à terme, votre usine va permettre de sortir 180 stations par an. Pour l'instant, il y en a pas beaucoup en France pour l'instant, pas suffisamment forcément. Non, comme disait Pierre-Étienne, je pense que ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, la France, on n'a pas fait le choix de l'hydrogène. Je pense qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait, comme la Californie ou l'Allemagne. Aujourd'hui, en Europe, il y a un peu moins de 200 stations installées en fonctionnement. Et la France, alors après, c'est toujours pareil, ça dépend comment on compte les stations, mais on va dire qu'on en a à peu près une dizaine qui peut remplir les véhicules qu'on présente derrière. Donc là, on comprend bien le passage à l'échelle avec ces chiffres-là. Le 180 par an, c'est à partir de quand ? Alors 180 par an, nous on est prêt début d'année prochaine pour lancer la production. Effectivement, pour rester aussi sur cette thématique, Loïc Voisin avec iCetco, petite présentation rapide d'iCetco. Et là aussi, ce qui vous occupe au quotidien, c'est la mise en place de ces stations en région parisienne et ailleurs. Merci. Alors effectivement, on s'inscrit tout à fait dans cette dynamique de transition hydrogène pour une mobilité zéro émission. iCetco, c'est une société pionnière de la mobilité hydrogène, qui est une société française également, et qui gère aujourd'hui la première flotte mondiale de véhicules à hydrogène. Donc on a tous les jours près de 300 véhicules hydrogène qui viennent se recharger dans nos stations. Donc le passage à l'échelle industrielle, on en a déjà fait une partie. Alors, par rapport à là où on était il y a 18 mois, c'est absolument formidable. Par rapport à là où on en sera dans 18 mois, il reste encore du chemin à faire.
Donc quelques chiffres, effectivement, plus de 300 véhicules hydrogène qui tournent dans les rues de Paris et de la région à l'hydrogène, 100% à l'hydrogène. Et on a franchi il y a quelques semaines les 10 tonnes distribuées par mois. Et je peux déjà vous annoncer aujourd'hui qu'on va dépasser les 12 tonnes par mois en octobre. Et donc on est sur une croissance absolument formidable. C'est plus de 100% de croissance en 9 mois en ce qui nous concerne. Et ça va continuer. Et ça va continuer, ça va s'accélérer. On a en ligne de mire à court terme, moyen court terme, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Évidemment. Où là, on aura encore étoffé le maillage de notre réseau sur Paris et la région. Et on aura à ce moment-là plus que multiplié par 10 notre capacité de distribution d'hydrogène. Et si on se projette à l'été 2024, justement, il y aura combien de taxis qui vont rouler à l'hydrogène? Quels sont les objectifs? Alors les objectifs, c'est qu'il y en ait plusieurs milliers. Ouais. Donc là, plusieurs centaines, plusieurs milliers. Là aussi, on comprend le passage à l'échelle. Pour terminer ce premier tour de table, je vais donner la parole également à Tanguy de Rennes. Pour Akkodis, pareil, petite présentation rapide. Et puis, votre regard aussi, parce que vous connaissez le sujet de l'hydrogène aussi parfaitement. Votre regard sur cette évolution là très rapide en ce moment. Oui, alors donc Akkodis, c'est une société d'ingénierie qui est issue de la fusion de AK Technologies et de Modis, après le rachat de AK par le groupe Adecco. Donc nous, on intervient sur toute la chaîne de valeur et on accompagne nos clients sur la conception, sur l'intégration et sur le pilotage de leurs projets hydrogène et évidemment également sur la formation. Je pense qu'il y a un point qui est très important, effectivement, c'est qu'il y a de nombreux challenges techniques qui restent devant nous. Donc on a parlé de passage à l'échelle, donc il y a des challenges au niveau de la réduction des coûts. Il y a des challenges au niveau de la sécurité, c'est un point très très important et c'est un incontournable. Alors bon, je vais tout de suite vous rassurer, la sécurité de l'hydrogène, c'est quelque chose qui se gère. Toutes les énergies sont finalement dangereuses. Vous vous souvenez de tous les débats autour des batteries, mais également l'essence, c'est dangereux, l'essence, ça brûle. Donc peut-être rappeler, parce que ça me fait penser, parce que je suis venu avec un taxi thermique et on a parlé hydrogène et il m'a posé la question, c'est dangereux l'hydrogène? Alors allez-y justement pour répondre à cette impression, en quoi ce n'est pas du tout dangereux l'hydrogène? Alors je ne vais pas vous dire que ce n'est pas du tout dangereux, c'est dangereux, mais c'est un danger qu'on est capable qu'on est capable de gérer. Donc les concepteurs de réservoirs hydrogène, par exemple, ont fait d'énormes efforts. Les réservoirs actuels, si vous faites un choc, un crash avec un véhicule hydrogène, je dirais que le réservoir, c'est la dernière chose qui subsistera. Le reste de la voiture sera détruite avant que le réservoir soit entamé. Donc il y a je dirais une démarche de sécurité qui est particulièrement bien menée. Pour autant, je dirais qu'il y a, là encore dans le passage à l'échelle, un corpus réglementaire à finaliser pour être capable, je dirais, de qualifier l'ensemble de ces solutions de manière transversale. Voilà, donc nous, on accompagne toute cette montée de l'hydrogène avec des compétences, que ce soit des compétences qui existent déjà chez nous, mais également au travers de programmes de formation pour permettre, donc, dans tous ces domaines-là, que ce soit dans les domaines existants, des compétences traditionnelles qu'il va falloir mettre à niveau de l'hydrogène, des compétences digitales ou de nouvelles compétences, que ce soit dans la chimie, on a parlé de la sécurité, dans de la métallurgie, mais également l'éco-conception. On va parler effectivement de l'académie chez Akkodis. On parlera emploi, formation avec chacun d'entre vous. Effectivement, dans des entreprises qui se développent, on a besoin d'embaucher, de former. Clément Leroy, peut-être pour revenir sur ce qu'on disait, alors notamment sur la sécurité, en tout cas les idées reçues qu'il peut y avoir sur l'hydrogène, peut-être pour les raisons pour lesquelles ça n'a pas été aussi vite que certains ici, j'imagine, l'auraient souhaité. Qu'est-ce qui est en train de changer sur le regard par rapport à l'hydrogène? Alors, si on prend un pas de recul, le premier sujet, c'est déjà qu'on vit une révolution à la fois industrielle et une révolution énergétique. Oui. Et donc mener de front à la fois ces deux challenges dans le monde dans lequel on est, avec la pandémie qui est toujours latente, on le voit, qui revient, qui nous a largement impacté ces dernières années, la crise en ce moment géopolitique ukraino-russe, etc. Donc mener à la fois des défis et des révolutions aussi importantes dans un monde très incertain, avec autant de mouvements inattendus, c'est déjà pour des industriels extrêmement compliqué, parce que là on parle d'investissement à 5, 10, voire au-delà. Donc ça c'est le premier sujet.
Le deuxième sujet, c'est que l'hydrogène a pour finalité d'évoluer dans différents usages. On en parle ici mobilité, mais évidemment, l'un des principaux challenges, même j'allais dire même plus important que la mobilité, c'est l'industrie, bien sûr. C'est décarboner l'hydrogène, qui est déjà largement présent dans les industries. L'hydrogène dit gris, qui doit aller vers du vert, en passant par 50 nuances de bleu, d'orange, etc. Donc, il y a le sujet de qu'est-ce qu'on donne comme priorité et quels investissements on flèche vers quel type d'usage. Et puis, quand on parle d'hydrogène vert, donc vraiment décarboné, produit à partir d'énergies renouvelables, il y a le sujet de la disponibilité, le fait du contexte réglementaire qui évolue de manière importante. Il y a les prix de l'énergie qui font qu'aujourd'hui, un producteur d'énergie renouvelable, il a plutôt intérêt à mettre directement son électricité sur le marché plutôt que de la flécher vers des usages qui nécessitent des transformations. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a eu un flottement. Et autant sur l'électrique mobilité, aujourd'hui, le salon dans lequel on est aujourd'hui le montre bien. On est vraiment sur un monde qui est très mature. Autant sur l'hydrogène, on a encore un petit peu de chemin à parcourir. Effectivement. Pierre-Étienne Franc, pour à la fois justement quelles sont les urgences en termes d'investissement, les priorités, et puis ce sera l'occasion de décrire justement ce que vous êtes en train de faire avec I24. Et c'est à peu près 2 milliards levés, c'est ça, en un an, justement? Avec quels objectifs à court terme? Oui, donc je vais dire 2 mots sur le fond, mais juste avant, si on prend le contexte européen, la vision sur le rôle de l'hydrogène est quand même assez bien ancrée dans l'écosystème, puisque la crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine a renforcé la prise de conscience en Europe du rôle que l'hydrogène pouvait jouer pour se passer progressivement du gaz. Puisque l'Europe a décidé, c'est en tout cas une stratégie qui est présentée au Conseil, d'aller jusqu'à un niveau de production d'hydrogène pour les usages dans l'industrie et dans les différents secteurs, 20 millions de tonnes. 20 millions de tonnes, c'est 3 fois la consommation actuelle d'hydrogène en Europe. Et c'est 20 millions de tonnes verts. Donc ça équivaut à plus de... La moitié de ces 20 millions de tonnes sera produite a priori à partir d'énergie fournie sur le sol européen, et une autre partie sera importée, parce que dans un certain nombre de cas, il sera plus facile et plus compétitif d'importer cette énergie de loin. L'enjeu, c'est d'utiliser ces 20 millions de tonnes. Et donc, c'est de décarboner les secteurs industriels qui sont déjà utilisateurs d'hydrogène gris en passant au vert. Donc ça, c'est les fameux 8 millions de tonnes qui sont déjà consommés. Mais c'est aussi d'ouvrir le champ des autres usages qui doivent être décarbonés en utilisant l'hydrogène à la place de kérosène, de gaz naturel ou de pétrole. Et donc, c'est de nouveau le sujet des transports lourds, de la sidérurgie, etc. Et donc, pour que ça marche, et je vais venir au fond, pour que ça marche, pour qu'on soit dans ces chiffres à horizon 2030 qui sont très ambitieux, parce qu'en gros, on parle de plusieurs centaines de milliards d'euros d'investissement, il faut passer directement sur des projets à très grande échelle. C'est ça le grand sujet. C'est d'arrêter de faire joujou en posant 2 stations ici et là, mais c'est de faire directement des réseaux qui ont la taille qui convient. Et donc pour faire ça, on a effectivement mobilisé au sein de cette structure qu'on appelle I24, voilà comment on l'appelle. On peut aussi l'appeler HY24 si vous voulez, c'est acceptable. Un peu d'anglais, un peu de français. Voilà, on a fait une société commune entre le groupe Ardia, qui est le plus gros asset manager européen, et 5T Hydrogène, qui est une structure que j'ai créée avec un sponsor suisse et quelques anciens exécutifs du monde de l'industrie et de l'hydrogène. On a créé une société commune qui a été levée un certain nombre de fonds auprès d'un mix d'industriels et de financiers pour pouvoir accompagner le passage à l'échelle de ces projets de façon à permettre que des projets de plusieurs centaines de mégawatts, des réseaux entiers de stations-service, des flottes captives de plusieurs milliers de véhicules puissent être effectivement financés et se déployer. Et donc on a effectivement levé sur un an 2 milliards, la moitié auprès des grands industriels de la place. Vous avez Air Liquide, dont je venais, donc ils nous ont soutenus, Total, Vinci, qui étaient les premiers à pousser pour ce sujet, mais aussi des Américains, Plug Power, Chart, Baker Hughes, EDF, Schaeffler, Aéroport de Paris, Airbus nous a rejoint récemment aussi, et CMA CGM était le dernier à nous rejoindre. Et du côté financier, on a aussi les plus grands assureurs et les plus grands fonds de pension mondiaux. On a les plus gros français, AXA, CCR, Crédit Agricole, et Allianz et quelques autres. Voilà. Et ce qui montre que justement tous ces grands acteurs que vous avez cités, ils sont plus en train de faire joujou avec l'hydrogène, c'est que c'est un vrai vecteur pour eux. Voilà, ils ont parfaitement compris que dans la stratégie de déploiement d'actifs de demain, pour faire un modèle énergétique qui soit décarboné et neutre, on aura besoin de la pièce du puzzle hydrogène
en faisant de l'électrolyse de très haute capacité, en faisant de l'ammoniac parfois pour le transporter, et en faisant des réseaux de stations. Et ce qui nous manque, mais on en parlera peut-être après, c'est une initiative européenne suffisamment forte pour déployer massivement un réseau d'infrastructures en Europe. Alors il y a des discussions en cours avec la FIR, qui servira à tous ces messieurs, monsieur pour vendre des stations, monsieur pour vendre ses voitures, et nous éventuellement pour investir. C'est ça qu'il faut mettre en œuvre maintenant. Et on va pas y arriver en faisant 3 stations ici et là. Il faut déployer massivement des centaines de stations. Et justement, Loïc Voisin, sur ce déploiement des stations, donc alors, si on se projette à nouveau avec vous en 2024, là on est sur une douzaine ou encore un peu plus en Ile-de-France, si on reste sur cet exemple-là, dans cet écosystème autour de Paris. Alors 2024, en fait, les Jeux Olympiques, c'est dans 18 mois. Donc, ouais, on y est presque. Voilà, multiplié par 10, déjà notre capacité de distribution, c'est déjà un réel défi. Ouais. Donc on va s'organiser. On est organisé pour le remporter, évidemment. Et bien évidemment, on va se développer dans d'autres géographies et dans d'autres usages. Ce qui est vraiment important à souligner, c'est que effectivement, on a besoin de structurer la filière, on a besoin de structurer la réglementation partout en Europe. Mais c'est parti. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'hydrogène comme étant une solution pour demain. Chez nous, c'est une solution aujourd'hui, concrète. Je vous ai déjà donné les chiffres. On était numéro 1 mondiaux il y a 1 an et demi quand on a démarré. On l'est encore après 18 mois. On compte l'être dans les prochaines années. Mais c'est vraiment parti. Donc ce passage à l'échelle, il va se faire effectivement avec... des partenariats, des industriels, des équipementiers, des usages surtout maîtrisés. Et c'est là le positionnement unique qu'on a choisi nous. C'est à la fois de développer un réseau de stations de distribution pour garantir l'accès à l'hydrogène, dans certains cas de production également d'hydrogène, pour avoir de l'hydrogène certifié vertueux, et également de gérer les usages en gérant les flottes de véhicules hydrogène, et donc finalement de résoudre cette question de savoir qu'est-ce qu'on doit pousser, est-ce que c'est l'infrastructure ou les usages. Nous, on développe les deux de manière cohérente et coordonnée. Et justement, sur ce qui est en train de se passer du côté de la porte de Saint-Cloud, il y aura le stockage, fabrication aussi sur place. Il y a justement cette possibilité d'arriver à trouver de nouveaux lieux où tout ça pourra se faire sur place localement. Alors c'est encore une première mondiale, effectivement, à cette échelle. C'est une station de production d'hydrogène, distribution d'hydrogène d'une taille conséquente, c'est 1 tonne par jour. Voilà. Donc c'est dans les prochaines semaines une inauguration à laquelle je serai ravi de vous retrouver et qui sera effectivement une étape très importante pour le développement de la filière en Europe. Voilà, production, stockage et donc distribution d'hydrogène pour les taxis notamment dans un premier temps et pas que. Pas que, voilà. Les véhicules utilitaires légers, des camions, des bus, enfin on est multi-usages sur cette station. Effectivement, et sur cette logique d'infrastructure, de station, Olivier Dès pour HRS, donc on a parlé de la future usine dans la région de Grenoble, mais forcément pour vous, l'objectif il est à minima européen. Tout à fait. Nous, notre terrain de jeu, c'est l'Europe à court terme et même d'autres géographies à plus long terme. Mais peut-être pour revenir sur ce qui a été dit, je pense que aussi ce qui manque aujourd'hui, ça a bien été expliqué par Pierre-Étienne Franc. Il y a des gens qui lèvent de l'argent, il y a des choses qui sont faites au niveau de l'Europe, mais je pense qu'après, il faut que ça soit décliné dans les pays. Il faut qu'il y ait des vrais choix politiques qui soient faits et des choix de stratégie énergétique. C'est ça qui va faire que demain, l'hydrogène va vraiment se déployer avec des plans d'infrastructure. Et on le voit, c'est ce qui a été fait dans la batterie. Et il faudrait que les politiques prennent les choses en main et vraiment aient des plans de déploiement d'infrastructures. Après, pour nous, pour la stratégie de l'entreprise, bien sûr que l'Europe est important. On a déjà ouvert des bureaux en Espagne, on a des partenariats en Italie, on est en train d'ouvrir des bureaux en Allemagne. Donc on se déploie. On est une société qui est ancienne puisqu'on a 18 ans, mais on est jeune dans cette nouvelle stratégie puisque ça fait 2 ans vraiment qu'on a décidé de se lancer fortement dans le déploiement d'infrastructures. Et donc, on est en train je dirais qu'on est presque une start-up aujourd'hui, puisqu'on est passé de 30 salariés à presque 100 salariés aujourd'hui. Donc, et on continue. On recrute en ce moment une 30aine de personnes. Transition parfaite pour Tanguy de Rennes sur le recrutement, la formation chez Acodis, donc société d'ingénierie. Mais en tout cas, quel regard vous portez sur ça? Quels sont les métiers là, de demain dans l'hydrogène qui sont en train d'arriver et qu'il vous faut former pour tout ce que l'on vient d'évoquer?
Alors, nous, on fait de l'hydrogène depuis 2014. Donc, on a commencé à accompagner nos clients dans l'intégration de systèmes piles à combustible. Et comme je le disais, en fait, on a, je dirais, deux types de compétences. Il y a déjà les compétences traditionnelles, les compétences des métiers de nos clients. Je dirais, ça va continuer à être utile, mais il va falloir leur apporter des éléments complémentaires. Je parlais tout à l'heure de la sécurité, une véritable culture de la sécurité hydrogène. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Mais évidemment, on va avoir des nouveaux métiers et des métiers. Donc, vous parliez tout à l'heure de l'académie Akkodis. Et c'est quelque chose, effectivement, on a un programme de formation que l'on met en place pour accompagner ces nouveaux métiers. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la chimie, donc tout ce qui est passage à l'échelle au niveau des piles à combustible, on va pouvoir accompagner nos clients pour le travail sur la durée de vie des piles à combustible, par exemple, sur l'efficacité énergétique. On va pouvoir également accompagner tout ce qui concerne la sécurité dans la métallurgie, le transport de l'hydrogène, puisque l'hydrogène est un gaz qui est assez agressif pour les métaux. Et donc là, il y a des compétences également à développer. La sécurité, bien sûr. Et je reviens sur l'éco-conception, parce que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Il serait, je dirais, contre-productif de ne pas considérer l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble du cycle de vie des véhicules. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je crois qu'il y a un gros besoin de formation. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs à former, et c'est maintenant, c'est tout de suite. Si on parle de déploiement en 2024, c'est déjà trop tard. Les véhicules sont déjà conçus. Pour aller à l'échelle en 2030, c'est maintenant que ça se fait. Clément Leroy, justement. Oui, si je peux donner quelques chiffres en écho. Les annonces qui ont eu lieu il y a quelques semaines par Elisabeth Borne, si on les traduit en emplois, déjà immédiat et direct, c'est à peu près 5000 emplois qui vont être mis en place autour de ces gigafactories et de toute cette chaîne qui est en train de se développer en France. Donc c'est déjà relativement important. On parle effectivement de techniciens et d'ingénieurs, et donc il est important de fixer les cerveaux, parce qu'on a vu que sur d'autres sujets, je pense à la fois au numérique et à l'électrique par partie, nos R&D ont eu tendance à partir en Asie, aux États-Unis, etc. Donc 5000 emplois là à très court terme, dans les mois qui viennent, et les projections. Alors le gouvernement a fait des projections qui sont entre 100 000 et 150 000 emplois directs et indirects autour de cette filière hydrogène pour les années à venir d'ici 2030. Nous, chez Wavestone, on a fait aussi un certain nombre d'études, on recoupe à peu près ces chiffres, et donc ça veut dire que c'est vraiment une filière qui va peser vraiment dans l'équation de la réindustrialisation de la France pour les années à venir. Olivier, un mot. Je peux prendre un petit exemple. Quand vous achetez 100 € à la pompe, 90 € sont importés. Si demain vous achetez 100 € d'hydrogène à la pompe, 90 € sont produits localement. C'est tout. Voilà. Et donc il y a les emplois et toute la chaîne de valeur derrière. Ça donne une bonne image, effectivement. Olivier Dès, pour HRS, vous êtes en plein, forcément, dans ce processus de formation, recrutement. Donc nous, on est en plein là-dedans. Je dirais que nous, une des stratégies de la société aujourd'hui, c'est de faire de la formation, d'avoir des gens... on prend des gens en alternance depuis le début. Ça fait partie de notre culture. Former des jeunes, c'est important pour demain. On participe dans des écoles à aller justement prêcher, je dirais, la bonne parole et expliquer ce que c'est que l'hydrogène, comment ça se met en œuvre. Peut-être une petite remarque par rapport à l'hydrogène. Je pense que tout le monde connaît l'hydrogène parce que le gaz de ville qu'on avait avant dans les maisons, c'était 60% d'hydrogène. Donc quand les gens disent l'hydrogène c'est dangereux, l'hydrogène on ne sait pas le maîtriser, si on le maîtrise depuis très longtemps. Et sur les nouveaux métiers, justement, là, chacun, on parle d'académie, vous d'alternance, etc. Il y a besoin, là, en urgence. Symbio fait aussi son académie. Donc, c'est les acteurs qui sont en train de former, là, parce qu'ils ont des besoins urgents. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour vous accompagner ? Nous, voilà, on s'accompagne, comme je disais, on s'accompagne nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'au sein des écoles, il faudrait qu'il y ait des formations, de la sensibilité à l'hydrogène. Toute cette partie-là qui aujourd'hui, pourtant, quand on regarde, on a quand même beaucoup de beaux fleurons industriels en France. Ça va de l'électrolyse, la pile à combustible, Air Liquide qui est là quand même depuis très longtemps. Et il ne faudrait pas qu'on se fasse doubler par les autres, parce que je pense qu'on est un peu spécialiste en France pour bien démarrer les choses et puis pas prendre le train. Et justement aussi
le passage à l'échelle, c'est ça. C'est-à-dire que c'est d'avoir des entreprises qui, pas seulement développent de la technologie, mais derrière, passent à l'échelle, passent à l'industrialisation. Justement, Pierre-Étienne Franc, on a la technologie, on a les investissements. C'est pas mal d'avoir les gens qui permettent de faire tout ça. Oui, mais justement là-dessus, je pense que je parle sous le contrôle des experts, mais l'hydrogène est déjà présent beaucoup dans toutes les études d'ingénieurs sur les matériaux, sur la thermodynamique, sur l'électrolyse, etc. Donc il s'agit plus de rassembler des connaissances qui existent pour en faire des modules vraiment centrés sur l'hydrogène que de tout réinventer. Donc je pense qu'il y a pas mal de bases qui sont présentes, mais je laisse... Donc on juste rassemblé des choses déjà existantes. En ce qui concerne les fonds, nous, c'est des financiers et des industriels. C'est facile, là, c'est plus facile à trouver. Tanguy de Rennes là-dessus et Loïc Voisin également. Non, je crois que c'est tout à fait juste. Il s'agit de définir, de promouvoir de véritables filières autour de l'hydrogène. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant qu'on l'a un peu évoqué. L'hydrogène est un gaz qui est extrêmement polyvalent. On a parlé de la gestion de l'intermittence, on a parlé de la mobilité, on a parlé de l'industrie. Et je crois que l'hydrogène, en fait, est une brique indispensable de la décarbonation. Et ça, donc pour moi, dans tous les programmes de décarbonation, d'études de décarbonation, il faut que l'hydrogène ait sa place, parce qu'il y a des choses qu'on ne saura pas faire sans. Donc là je crois qu'il y a vraiment un enjeu, effectivement, de rassembler ces savoirs au service de la décarbonation. Sur cet aspect de recrutement, comment iCetco passe à l'échelle et avec quel profil ? Alors on passe à l'échelle rapidement. On était il y a moins de 2 ans et on est une 50aine aujourd'hui. Et on va encore une fois poursuivre un peu sur la même dynamique et recruter donc des dizaines et des centaines de nouveaux collègues. Les compétences, globalement, on les trouve sans trop de difficultés. Ce qu'on va aller chercher, c'est le supplément d'âme de profils qui sont excités par une nouvelle aventure et qui sont capables de se remettre en cause tout en étant extrêmement rigoureux et participer à une aventure industrielle qui est absolument formidable, quoi. Elle est absolument inouïe et je ne crois pas qu'il y ait un autre secteur aujourd'hui et pour les années à venir qui soit aussi excitant pour les jeunes, les moins jeunes, femmes, hommes qui ont envie de vivre cette aventure. En fait, le réchauffement climatique est un désastre, mais est aussi une chance extraordinaire pour la jeunesse actuelle, parce que ça nous oblige à faire en sorte que tous les films de science-fiction, qui à peu près tous sont alimentés, toutes les navettes spatiales de science-fiction sont alimentées à l'hydrogène avec des piles à combustible. Là, ce qu'on nous demande de faire, c'est de le faire maintenant. Mais dans tous les horizons énergétiques de tous les gens qui ont imaginé un futur très lointain, l'hydrogène est la molécule ultime. Ce qui se passe avec le climat, c'est qu'on est obligé d'en faire la molécule ultime maintenant et qu'on n'a plus le choix. Donc c'est quand même un challenge fabuleux, c'est compliqué, mais c'est déjà écrit. Et ce qui est intéressant à dire, je pense que tous les 5 vous pourrez répondre, c'est que justement, il y a cet aspect inépuisable, pour le dire facilement, de l'hydrogène qui permet toutes ces perspectives. Et exactement. Et puis surtout, pour rebondir sur ce que disait Pierre-Étienne Franc, on a annoncé des vaisseaux spatiaux pour 2024 ou pas? Non, pas encore. Alors 2024, c'est un peu tôt, mais comme le dit, non, enfin, les véhicules, les vaisseaux spatiaux sont déjà alimentés très largement par l'hydrogène. L'hydrogène, pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une molécule qui est extrêmement bien connue. Donc qu'on sait parfaitement gérer pour tout un tas d'usages. Là, il s'agit d'inventer maintenant, en ce qui nous concerne, la mobilité hydrogène la plus massive possible. À notre échelle, on a réussi à prouver que ça fonctionne, qu'on a déjà une équation économique qui intéresse les professionnels, qui intéresse les clients, qui rend attractive cette mobilité. Et puis pour reboucler sur comment on attire les nouvelles compétences, les nouveaux talents, on a effectivement, au-delà de l'aventure formidable, une aventure industrielle formidable, on a un impact positif sur la transition énergétique, la transition environnementale, les adaptations au changement climatique, qui est absolument inouï avec l'hydrogène. Donc on a un supplément d'âme, là encore, qui va attirer des gens qui sont totalement engagés dans un projet de transformation extrêmement profond. Clément Leroy. Oui, alors je vais nous ramener bassement de manière matérielle depuis l'espace jusqu'à les pieds sur Terre. Les pieds sur Terre. Il y a un point qu'on a touché du doigt et pour moi il est vraiment fondamental, c'est le déploiement de ces structures de rechargement et d'avitaillement parce que
on a commis quand même sur l'électrique un certain nombre d'erreurs. Il n'y avait pas de schéma directeur, tout le monde y allait de sa borne, devant la mairie, au bout de la rue, etc. On a vu que ça a été quand même des investissements colossaux qui parfois n'ont pas du tout trouvé leur usage. Et donc je mets en garde sur le fait que là, il ne faut surtout pas qu'on recommence cette même erreur maintenant avec l'hydrogène. L'hydrogène, on l'a touché du doigt, je pense, tous autour de cette table ronde, c'est des usages qui ne sont pas ceux de monsieur, madame, tout le monde. Par définition, on est plutôt dans le B2B, on est plutôt sur des usages spécifiques, on va être plutôt sur des zones industrielles, des zones d'activité, des zones de logistique. Et donc, voilà, il faut qu'autour de la table se mettent en place évidemment les pouvoirs publics, les aménageurs du territoire, les utilisateurs, évidemment, en premier lieu. Et c'est cette concertation qui doit permettre de flécher les bons endroits au bon moment de la bonne des manières. Et là, on voit que c'est en train de se mettre en place. Je suis assez optimiste, mais voilà, je me permets d'insister sur ce sujet parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on recommette. Et quand j'entends certaines discussions au niveau européen, au niveau de Bruxelles, avec des idées très larges sur le sujet et parfois un peu hors sol, je pense qu'il y a une vigilance à avoir. Si je peux réagir. En Corée, au Japon, en Californie, en Chine, ça ne touche pas que le B2B, ça touche aussi un peu le particulier qui a une voiture utilitaire et qui doit faire des livraisons un peu intensives. Donc ça va quand même mordre en partie sur le B2C, pas tout de suite, je suis d'accord, ça va commencer par les grosses mobilités. Mais pour que ça marche, on a besoin de créer un réseau assez vite. Et simplement, il faut trouver un mécanisme qui fasse que les constructeurs s'engagent. Si les constructeurs ne s'engagent pas, on va dépenser de l'argent pour rien. Là, il y a quand même un mur. Il y a le mur de la fin du thermique en 2035 qui pousse tout le monde à réviser ses options. Il n'y a pas un constructeur qui n'a pas dans ses cartons des déploiements de prototypes de série ou de la massification d'usage de piles à combustible, hybridés avec de la batterie ou tout seul. Donc ils sont tous quelque part en train d'attendre que le gong sonne et leur impose d'avancer. Et si on ne fait pas l'infrastructure leur permettant d'avancer, alors ils ne peuvent pas déployer. Donc c'est ce lien qu'il faut trouver très rapidement, parce qu'on a en fait 8 à 10 ans pour le faire. Nous avons, l'info comme le nôtre est capable, en mobilisant d'autres acteurs, de déployer très massivement ces infrastructures, mais il y a besoin de mécanismes de financement public et de support des constructeurs pour que ça marche. Loïc Voisin. Oui, un point pour insister quand même sur les cibles, effectivement, pour la mobilité hydrogène à très court terme. Aujourd'hui, nous, on a plus d'une centaine de clients qui viennent se recharger régulièrement sur nos stations. On a effectivement beaucoup de chauffeurs de taxi, on a des collectivités, on a des grands groupes, on a des petites sociétés et on a les premiers particuliers. Donc on a déjà quelques dizaines de particuliers. Alors c'est ridicule, mais il y a 2 ans, c'était 0 et sans rien faire, entre guillemets. Donc il y a spontanément, en fait, un marché du B2C qui va s'ouvrir en parallèle, même s'il vient derrière le marché B2B. Alors sur les 3 dernières minutes, on va parler rapidement du prix. On aurait pu passer 1h30 sur le prix de l'hydrogène, évidemment. C'est ça. Peut-être Olivier Dez ou Pierre-Étienne France, justement, sur comment on arrive à faire en sorte que quand on charge, quand on est un particulier, comment on arrive à faire en sorte que tout cet écosystème, le passage à l'échelle, logiquement, ça permet de réduire les coûts. Alors tout à fait, aujourd'hui on est sur un marché naissant, donc c'est cher, mais je pense que si on revient, on regarde en arrière, le démarrage de la voiture électrique, c'était cher aussi. Et aujourd'hui, c'est pratiquement... Ça peut l'être encore aussi. Ça peut l'être encore, mais en tout cas, le prix du véhicule est accessible à tout le monde et il commence à y avoir des véhicules tout à fait accessibles. Donc aujourd'hui, oui, l'hydrogène, ça peut paraître comme cher. Aujourd'hui, on parle de 10 à 12 euros du kilo la molécule d'hydrogène à la pompe. 1 kilo, 100 km. Voilà. Pour 1 kg 100 km. Donc on est à peu près, en tout cas au prix aujourd'hui, à parité avec un véhicule thermique. Maintenant, les objectifs sont d'atteindre à peu près 5 euros du kilo à la pompe dans les 5 à 10 années qui arrivent. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Il faut se rendre compte des enjeux. Quand le renouvelable a démarré à l'échelle, les feed-in tarifs étaient à 400 euros du mégawattheure. Aujourd'hui, on est entre 20 et 40. Donc en 20 ans, le renouvelable a divisé par 10. Le challenge pour l'hydrogène, en 20 ans, c'est de diviser par 2. Par 2. Donc oui, il y a des enjeux, mais ils sont sans commune mesure avec ce qu'on a été capable de faire dans le renouvelable. Et on a déjà les réponses. On est déjà capable de voir comment faire de l'hydrogène vert à des prix presque compétitifs avec le gris, autour de 2,5-3 euros. Et ensuite, le challenge est chez lui et chez lui. Donc lui, il doit faire des stations plus grosses, moins chères. C'est ça. Et efficaces. Et lui, il doit charger les stations le plus vite possible. Et à partir de là, on aura des véhicules plus nombreux et donc le TCO des véhicules baissera. Quand vous parlez aux constructeurs automobiles de l'évolution de la courbe des coûts pour les piles à combustible, les réservoirs, etc.,
Ils disent tous qu'à partir du moment où on passe à l'échelle et qu'on passe à des chiffres de série de 100 000, en gros, à 6 chiffres, on arrive à atteindre les courbes de coût qui sont celles des batteries. On a même un potentiel de gain probablement plus important parce que les batteries, on est déjà quand même très mature. On a déjà des millions de véhicules qui tournent. Donc en fait, le challenge, c'est que le passage à l'échelle se fasse collectivement, pas seulement sur un seul maillon de la chaîne. Loïc Voisin, un mot rapide? Oui, un mot rapide sur les prix, en fait, pour dire que, évidemment, on a des objectifs de passage à l'échelle qui vont permettre de baisser les prix et de manière vraiment certaine. Mais dès à présent, encore une fois, j'insiste, on a plus d'une centaine de clients qui payent tous les jours leur hydrogène et on a trouvé en fait une équation économique qui permet, qui est accessible, notamment par exemple pour des chauffeurs de taxi indépendants qui ne paieraient pas un produit qui leur permet pas bien sûr, de traiter leur business correctement. Et enfin, quand même pour le noter, pour les personnes qui nous écoutent, l'hydrogène a de nombreuses vertus, notamment sur la transition énergétique et environnementale, comme on en parlait. Mais également, je rappelle que c'est un plein en 3 à 5 minutes. Oui. Et que ce plein, il nous garantit d'ores et déjà une autonomie supérieure à 500 km. On s'est amusé à battre le record du monde il y a plus d'1 an avec un véhicule hydrogène. On a fait plus de 1000 km avec ce véhicule avec un seul plein. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des avantages qui sont déjà disponibles aujourd'hui pour l'hydrogène. Un dernier mot, Olivier Dez? Oui, non, je redis un peu ce que j'ai dit. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, tout le monde est prêt pour cette révolution. Il faut vraiment une décision et que ça soit organisé, parce que quand toutes les choses sont organisées, ça se passe toujours mieux, et avoir vraiment ces plans de déploiement d'infrastructures, comme disait Pierre-Étienne Franc. Aujourd'hui, il faut que l'infrastructure se développe pour que les véhicules qui sont en train d'arriver, parce que les constructeurs automobiles font l'effort. Encore dernièrement, BMW a dit que pour eux, l'hydrogène, c'était la suite après la batterie. Mais si on veut que l'infrastructure soit là, voilà, il faut que ça soit organisé. L'Europe commence à travailler dessus, mais il faut qu'au niveau français et dans les pays, après, ça soit répliquer, déployer, parce que sinon ça va être encore, comme on le disait au début, des petites initiatives et ça ne marchera pas. Un grand merci à tous les 5. Le passage à l'échelle concret, il est en train de se faire. Merci pour vos différents éclairages. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes de Mobility TV. Merci.